Bonsoir à vous qui nous suivez depuis les rives agitées à Banana, de la diaspora au Katanga, avec une pensée de paix pour nos familles à l'est du pays, meurtri par l'injustice de la guerre. Bienvenue à Inside News RDC. En ce 12 février, une image forte a capturé notre attention collective, celle de l'hélicoptère de la MONUSCO brisant un silence d'une année sur le tarmac de l'aéroport international de Goma. Voir ses roues toucher le sol du Nord Kivu n'est pas qu'une simple manœuvre aéronautique. Pour nous, c'est le symbole d'une brèche dans l'isolement forcé d'une province meurtrie. Un espoir de voir enfin le ciel se rouvrir au secours et à la circulation de nos concitoyens. Alors que la ville de Bukavu reste elle aussi dans l'attente de ce souffle vital. Ce soir, notre édition se consacre entièrement à notre souveraineté, ce bien précieux qui se décline sur plusieurs fronts. Nous irons à Addis Abeba, là où la voix de notre pays résonne avec une force inédite au cœur de l'Union africaine. Nous reviendrons à Kinshasa pour décortiquer une révolution silencieuse de nos finances publiques. Une réforme qui vise à protéger l'argent de l'État pour qu'il serve enfin au développement de nos provinces. Nous ferons aussi le point sur nos alliances stratégiques avec Washington, car dans ce monde en mutation, chaque partenariat doit répondre à une exigence, celle de la dignité congolaise. Loin des communiqués lisses et des discours de circonstance, nous allons regarder ensemble la vérité en face. Car pour bâtir notre avenir, nous devons d'abord comprendre les forces qui tentent de le dessiner à notre place. Plongeons immédiatement au cœur de la diplomatie continentale, là où notre destin se discute sous les lustres de la capitale éthiopienne. Le président Félix Tshisekedi a foulé le sol éthiopien ce samedi soir pour participer à la 39e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Ce rendez-vous revêt une importance historique pour notre diplomatie, car pour la première fois, la République démocratique du Congo occupe une position stratégique sans précédent. Nous siégeons simultanément comme membres non permanents au Conseil de sécurité de l'ONU et au Conseil de paix et de sécurité de l'UA. Cette double présence nous place au centre de l'architecture mondiale de la paix, nous donnant un levier unique pour transformer notre posture de pays-solution en actes concrets pour la protection de nos frontières. Le thème officiel de ce sommet, axé sur l'accès durable à l'eau et à l'assainissement, dans le cadre de l'agenda 2063, nous place face à un paradoxe douloureux. Notre nation détient plus de 50% des réserves d'eau douce de toute l'Afrique. Un trésor bleu qui devrait faire de nous le moteur de la prospérité régionale. Pourtant, tant que la guerre ravage nos infrastructures et déplace nos populations, ce potentiel reste prisonnier de l'instabilité. Derrière les discussions techniques sur l'assainissement, c'est un basculement de pouvoir majeur qui s'opère. Le président angolais João Lourenço, médiateur historique, cède aujourd'hui la présidence tournante de l'organisation à Evariste Ndayishimiye, le chef d'État du Burundi. C'est la première fois depuis la création de l'organisation en 1963 que Bujumbura prend les rênes de notre continent. Et ce changement de garde suscite une vigilance extrême dans nos provinces de l'Est. Cette transition intervient dans un climat de tension électrique entre le Burundi et le Rwanda. Bujumbura accuse ouvertement Kigali de soutenir des groupes armés pour déstabiliser son territoire. Un narratif qui fait écho à nos propres souffrances. Déjà, les responsables de l'AFC et du M23, par la voix de Corneille Nangaa, expriment leur vive inquiétude face à cette présidence burundaise qu'ils jugent partiale. Ils accusent le président Ndayishimiye de contribuer à la persistance des violences, notamment dans les hauts plateaux. Dans ce triangle de tension entre Kinshasa, Kigali et Bujumbura, la neutralité de l'Union africaine est mise à rude épreuve. Est-ce qu'une organisation dirigée par un pays lui-même en conflit avec notre agresseur pourra maintenir le dialogue nécessaire? Ou assisterons-nous à une régionalisation accrue du conflit? Notre diplomatie doit manœuvrer avec une finesse chirurgicale pour que ce changement à la tête de l'UA ne devienne pas un obstacle, mais un accélérateur de vérité. La souveraineté ne se décrète pas dans les salons d'Addis Abeba. Elle se défend en imposant le respect de l'intangibilité de nos frontières.
Alors que le Burundi s'engage à faire de l'eau pour tous sa priorité, nous devons rappeler que l'eau ne coulera jamais librement dans des villages incendiés. La question demeure. L'Union africaine saura-t-elle enfin passer des exhortations aux actes pour restaurer l'intégrité de notre territoire? Car pendant que les diplomates s'accordent sur des agendas lointains, la réalité du terrain, elle, se joue sur un tarmac à Goma. Le retour des vols à Goma, marqué par l'atterrissage de Viviane Van de Peer, chef intérimaire de la MONUSCO, est accueilli comme un signal de dégel, plus précisément comme un pas important vers la fin de l'asphyxie de la ville. Depuis janvier 2025, la fermeture de l'aéroport international avait coupé les ailes de l'aide humanitaire et de l'économie locale. Cet atterrissage n'était pas une simple visite de courtoisie. Il s'agissait de préparer le terrain pour le mécanisme de vérification du cessez-le-feu qui doit théoriquement entrer en vigueur le 18 février sous l'égide de Luanda. La France a d'ailleurs salué cette étape, y voyant la concrétisation des engagements pris lors de la conférence de Paris d'octobre dernier. Cependant, pour nous qui vivons la réalité du Nyiragongo, ce tableau diplomatique se heurte à une poussière bien plus sombre. Mambo Kawaya, figure de la société civile locale, ne cache pas son amertume. Pour nos frères qui observent les mouvements de troupes depuis leur champ, ce cessez-le-feu ressemble à un écran de fumée. Les rapports de terrain mentionnent des recrutements forcés et des formations militaires intensives menées par la coalition M23-AFC dans les zones sous leur contrôle. Plus grave encore, l'espace civique s'étouffe. Human Rights Watch vient de publier un rapport accablant sur la répression des voix libres. L'assassinat de l'activiste Pierre Katema le 12 février, suivi de l'exécution sauvage du chanteur engagé Delka Tidengo à son domicile le 13 février, sont des cicatrices fraîches qui prouvent que la terreur n'a pas pris de vacances. Ces hommes sont tombés parce qu'ils refusaient de se taire, nous rappelant que la liberté d'expression se paie encore au prix du sang dans le Kivu. Sur le front diplomatique, Viviane Van de Peer a rencontré les responsables de l'AFC, dont Corneille Nangaa, pour discuter des modalités techniques de la surveillance. Mais comment surveiller un cessez-le-feu quand la confiance a été totalement brisée par des mois de promesses non tenues? À Roussankoukou, dans les hauts plateaux de Fizi-Ouvira, l'armée dénonce l'incendie volontaire de maisons par les rebelles pour punir les civils qui refusent de collaborer. C'est cette cruauté que les drones et les caméras de surveillance doivent capter. L'ONU prévoit de déployer une équipe technique à Ouvira, mais elle précise qu'il ne s'agit pas d'un retour durable de la MONUSCO au Sud Kivu, seulement d'un appui strictement limité à la vérification. Pour les milliers de nos compatriotes qui s'entassent dans des camps de fortune, l'espoir d'un retour ne dépend pas d'un vol humanitaire isolé, mais de la fin réelle des hostilités. La souveraineté de notre nation se joue dans cette capacité à imposer la paix chez nous, sans mendier la permission de ceux qui nous agressent. Un cessez-le-feu n'est pas une fin en soi, c'est un préalable à la justice. Est-ce que les mécanismes techniques de Doha et de Luanda suffiront à protéger la mère de famille de Rutshuru ou l'étudiant de Goma? La sécurité de nos concitoyens est le socle de notre dignité. Et cette dignité passe aussi par la force de nos institutions et la gestion vigoureuse de nos ressources financières. Pendant que les armes tentent de nous distraire, une transformation fondamentale s'opère au cœur de l'État. L'opérationnalisation de la déconcentration de l'ordonnancement. Près de 14 ans après l'adoption de la loi sur les finances publiques, le ministre Doudou Fwamba Likunde, sous l'impulsion du chef de l'État, a franchi un cap que beaucoup jugeaient inatteignable. Concrètement, cela signifie que le pouvoir de décider du paiement des dépenses ne reste plus enfermé dans un seul bureau à Kinshasa, mais se rapproche des ministères qui gèrent vos besoins quotidiens. C'est un moteur puissant pour la transparence, car cela réduit les circuits interminables où l'argent de nos impôts avait parfois tendance à s'égarer. Cette réforme stratégique ne se fait pas à l'aveugle. Elle s'appuie sur le déploiement de 55 comptables publics formés rigoureusement à l'École nationale des finances qui ont prêté serment pour veiller sur le trésor commun. Le déploiement se fait par phase pour garantir une solidité absolue.
La première phase pilote concerne des secteurs vitaux pour notre peuple: l'éducation nationale, la santé publique, le développement rural et les travaux publics. Une seconde phase inclut déjà la défense, l'agriculture et l'enseignement supérieur. L'objectif est clair: produire des balances trimestrielles fiables dès juin prochain, répondant ainsi aux exigences de rigueur du FMI et garantissant une meilleure coordination de notre politique budgétaire. Pour vous, à la maison, l'impact est direct sur la santé financière des foyers. En raccourcissant les délais de paiement de l'État, on redonne de l'oxygène aux petites entreprises locales qui travaillent pour le gouvernement et qui attendaient parfois des mois, voire des années, pour être payées. Cela signifie plus de fluidité pour construire une école, pour acheminer des médicaments dans un centre de santé de brousse ou pour réparer un pont. La Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor assure désormais une traçabilité numérique sécurisée avec la Banque centrale, rendant chaque franc congolais traçable. Mais nous devons rester vigilants. Une réforme, aussi brillante soit-elle sur le papier, ne vaut que par la probité des hommes qui l'animent. Cette discipline budgétaire accrue est notre meilleure arme contre la dépendance extérieure. Un État qui gère ses propres poches avec transparence est un État qu'on respecte à l'étranger. Cette quête d'autonomie financière est la face cachée de notre combat pour la souveraineté, car elle nous permet de financer notre propre défense et nos propres ambitions de développement sans tendre la main. C'est cette même exigence de résultat que nous devons appliquer à nos partenariats internationaux, à l'instar de celui qui nous lie aux États-Unis. Le chef de l'État a donné une instruction ferme à la première ministre Judith Suminwa: créer sans délai une task force spéciale pour le suivi de l'accord de partenariat stratégique avec les États-Unis. Nous avons trop souvent vu des protocoles d'accords prestigieux dormir dans des tiroirs administratifs, pendant que les besoins de notre nation restaient criants. Cette nouvelle structure doit regrouper les experts de la présidence, de la primature et des ministères sectoriels pour transformer les promesses diplomatiques en projets palpables sur notre sol. Le but est d'éviter cette dispersion des efforts qui, par le passé, a souvent affaibli notre position de négociation face aux grandes puissances. Washington, par la voix de Massad Fares Boulos, conseiller spécial pour l'Afrique, a envoyé un message sans ambiguïté. Les États-Unis exigent des actes concrets. Ils insistent sur l'arrêt immédiat des hostilités et, point crucial, sur la fin des attaques de drones qui frappent aveuglément nos populations civiles. L'administration américaine conditionne la réussite de ce partenariat à l'opérationnalisation réelle des mécanismes de surveillance de Doha. Pour les États-Unis, la crédibilité de la RDC se mesurera à sa capacité à respecter les délais et à garantir la responsabilité sur le terrain. Ce partenariat doit se traduire par des investissements responsables, notamment dans le secteur de l'énergie pour réduire nos émissions, mais surtout par la création d'emplois durables pour nos jeunes. Nous devons cependant nous interroger sur l'efficacité de cette énième structure. Cette task force saura-t-elle s'affranchir de la lourdeur habituelle de nos institutions pour produire des résultats avant les prochaines échéances électorales de 2026 ? Le succès ne se mesurera pas au nombre de réunions tenues à la Cité de l'Union africaine, mais à la transformation réelle de notre économie. La souveraineté n'est pas un slogan qu'on agite devant les caméras. C'est une réalité qui se construit par la cohérence de l'action publique. Si ce partenariat avec Washington peut nous aider à sécuriser nos ressources et à moderniser nos chaînes de valeur, nous devons le saisir, mais en restant les seuls maîtres du jeu. Car notre terre et ses richesses appartiennent d'abord aux Congolais. Et c'est aussi ce que défendent ceux qui luttent pour la protection de notre biodiversité. Le député national Balf Kolangoy, élu de Kasenga, vient de poser un acte fort pour la protection de notre patrimoine naturel. Il a déposé une proposition de loi visant à instaurer un véritable code pénal de l'environnement. Pour cet élu qui est aussi médecin de formation, la loi cadre de 2011 a atteint ses limites face à une criminalité environnementale qui s'est industrialisée et internationalisée. Le pillage de nos bois précieux et le braconnage à grande échelle ne sont plus des faits divers, mais des agressions contre notre sécurité nationale.
Sa vision repose sur 5 piliers essentiels. Une classification précise des infractions, des sanctions allant jusqu'à 20 ans de prison pour les crimes les plus graves, la création d'une police environnementale spécialisée, la mise en place de chambres judiciaires dédiées et la création d'un fonds pour la réparation des dommages écologiques. En protégeant nos forêts, nous prévenons aussi les futures pandémies, car la destruction des habitats naturels favorise la transmission de maladies comme le Mpox ou Ebola de l'animal vers l'homme. C'est l'approche One Health, une seule santé pour l'homme, l'animal et la nature. La santé de nos concitoyens est menacée dans le Haut-Katanga, où la ministre provinciale Valérienne Mumba Kiboko tire la sonnette d'alarme. Face à la progression inquiétante du Mpox, une maladie contagieuse et potentiellement mortelle, une riposte énergique est en cours. Les zones de santé de Kenya, Katuba, Likasi, Kikula et Sakania sont en première ligne. Le gouvernement provincial, avec ses partenaires, organise une campagne de vaccination gratuite, car c'est aujourd'hui le rempart le plus efficace pour protéger nos familles. Il est impératif de respecter les mesures de prévention, se laver les mains régulièrement, éviter tout contact non protégé avec les animaux malades ou trouvés morts, et surtout, ne pas manipuler de fluides corporels suspects. Si un membre de votre famille présente une forte fièvre ou des éruptions cutanées, accompagnez-le immédiatement au centre de santé le plus proche. La lutte contre cette épidémie est une affaire de discipline collective. Cette résilience que nous montrons face à la maladie est la même que nous devons porter sur la scène internationale. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a lancé une critique cinglante lors de la conférence sur la sécurité de Munich, affirmant que les Nations Unies ne jouent pratiquement aucun rôle dans la résolution des conflits actuels. Ce constat amer sur l'inefficacité du multilatéralisme doit nous interpeller directement. Si la première puissance mondiale exprime un tel désaveu envers l'ONU, quel avenir pouvons-nous espérer pour la MONUSCO sur notre sol? Ce pivot diplomatique américain suggère que Washington pourrait privilégier des alliances bilatérales ou des mécanismes de paix plus directs, à l'instar du Conseil de paix de Donald Trump. Pour nous, Congolais, cela signifie qu'il est risqué de placer tous nos espoirs de paix dans des résolutions onusiennes qui peinent à être appliquées. Si le multilatéralisme s'effondre, c'est notre capacité à nous défendre par nous-mêmes et à forger des partenariats régionaux solides qui sera notre seule garantie de survie. L'inefficacité de l'ONU à Gaza ou au Soudan est un avertissement. Nous devons être les premiers artisans de notre propre sécurité, car l'ordre mondial est en train de se redéfinir sans nous attendre. De son côté, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a profité d'un entretien à RFI pour dénoncer avec force les ingérences extérieures qui alimentent la guerre au Soudan, pointant du doigt ceux qui fournissent des armes, plus précisément les Émirats arabes unis. Le parallèle avec notre situation est saisissant. Guterres évoque une confiance brisée comme le verrou principal qui bloque la paix dans l'est de la RDC. Il admet avec une franchise rare que la MONUSCO n'a ni le mandat ni la capacité d'imposer la paix si les belligérants refusent de déposer les armes. Cette déclaration souligne les limites de l'action internationale et renforce notre exigence de souveraineté. Guterres rappelle que la question des sanctions contre les responsables rwandais relève uniquement du Conseil de sécurité, où le consensus est encore loin d'être acquis. Cette réalité nous impose de regarder la vérité en face. L'intégrité territoriale de notre pays ne sera restaurée que par une volonté politique nationale inébranlable et une armée forte. La paix ne sera pas un don de la communauté internationale, mais une victoire de notre détermination commune. En Ituri, nos forces armées marquent des points encourageants dans la zone de Mabanga. 12 miliciens de la CRP ont été neutralisés et 7 armes récupérées sous la direction du lieutenant-général Jacques Ikaligonza, qui multiplie les inspections sur le front nord pour évaluer l'efficacité de la traque contre les terroristes ADF. Cette détermination militaire s'accompagne d'une volonté de bâtir le futur, avec l'annonce du gouverneur militaire Johnny Luboya concernant la construction d'un nouveau gouvernorat moderne à Bunia, une infrastructure digne des ambitions de la province.
Pourtant, l'Ituri reste meurtrie par la manipulation de nos déplacés par des criminels qui se cachent dans les sites de vulnérables. Plus au centre, sur la rivière Canelou, la tragédie nous a frappés. Un naufrage causé par une manœuvre imprudente d'un minibus a coûté la vie à 3 de nos compatriotes, alors que 5 autres sont toujours portés disparus. Ce drame est d'autant plus douloureux qu'il est survenu alors que le trafic sur le bac était officiellement suspendu pour maintenance, révélant une faille tragique dans le respect des consignes de sécurité. À Lubumbashi, une lueur d'espoir brille pour les jeunes en rupture familiale du centre de Lukuni. La mairie intérimaire envisage de les intégrer dans les équipes d'assainissement urbain pour leur offrir une dignité par le travail et les éloigner de la criminalité. À l'autre bout de la nation, à Mbandaka, la tension monte autour de la spoliation présumée du bâtiment de la CNTR par un particulier. Les agents se mobilisent pour défendre ce patrimoine de l'État, rappelant que les biens publics ne sont pas des croix pour les ambitions individuelles. Dans la Chopo, le désenclavement progresse enfin. Le gouverneur Paulin Landongolia a lancé les travaux de la route Banalia-Panga et la réhabilitation du bac de Banalia. Ce projet de près de 1 200 000 $, financé par le FONER, permettra à un bac de 35 tonnes de reprendre du service, brisant l'isolement de secteurs agricoles entiers qui n'avaient pas vu de travaux mécanisés depuis 1978. Sur le plan de l'innovation, la société congolaise Quantum Vertex propose de booster nos institutions, à l'instar de la SNEL et de la Banque centrale, grâce à l'intelligence artificielle pour optimiser la gestion publique. Mais ces promesses technologiques ne doivent pas masquer la détresse humaine qui hurle dans l'Est. À Goma et Bukavu, nos agents de la SNCC totalisent aujourd'hui 12 mois de salaire impayés. Imaginez ces pères et mères de famille, privés de leurs droits depuis une année entière, incapables de payer les frais de scolarité ou de soigner leurs enfants. Le syndicat chrétien appelle à l'utilisation du mobile money pour contourner la fermeture des banques en zone de conflit et sauver ces familles de l'indigence. La grandeur de notre nation se mesurera à notre capacité à ne laisser aucun de nos travailleurs derrière, car le progrès sans justice sociale n'est qu'une illusion. Cette édition du 14 février nous rappelle que la République démocratique du Congo est une nation debout, mais qui doit rester vigilante sur tous les fronts. De la diplomatie d'Addis Abeba, où nous portons la voix de l'Afrique, jusqu'aux réformes financières de Kinshasa qui visent à protéger notre bien commun. Nous voyons une volonté de reprendre le contrôle de notre destin. Nous avons salué le retour symbolique des vols à Goma, tout en restant lucides sur les menaces qui pèsent sur nos frères et sœurs du Kivu. Nous avons aussi vu l'importance d'une justice environnementale pour protéger nos terres et d'une solidarité nationale pour vaincre les épidémies. La souveraineté, mes chers compatriotes, n'est pas un concept abstrait. Un pays qui ne contrôle pas ses finances est un pays qui ne contrôle pas son destin. C'est pourquoi la réforme de l'ordonnancement est une étape clé. Elle nous donne les moyens de notre autonomie. Comme le dit un proverbe de chez nous, celui qui porte son propre panier ne craint pas la faim des autres. Cela signifie que notre force ne viendra pas de l'aide extérieure, mais de notre propre organisation et de notre rigueur. La souveraineté commence dans notre capacité à gérer nos ressources pour servir le peuple. Pour approfondir ces enjeux, je vous invite à découvrir sur notre chaîne YouTube les enquêtes d'Inside News Review, plus précisément notre dossier sur l'ombre ougandaise pour comprendre les pillages économiques, ou encore notre analyse sur la dette de sang qui décrypte les sacrifices de notre nation. Que Dieu protège notre nation, qu'il donne la force à nos soldats et la sagesse à nos dirigeants. À demain pour une nouvelle édition.